Voilà, dans un monde fluctuant, on fait de la robustesse. Il n'y a pas tellement d'autres choses. Et quand on comprend que pour faire de la robustesse, il faut aller contre la performance, on se rend compte que ce qu'on va vivre, ce n'est pas une révolution technique, c'est une révolution culturelle. C'est d'abord une révolution culturelle. Et en fait, d'un seul coup, on se rend compte que tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, qui en général n'est pas très performant en fait, on est un peu tous et toutes des Gaston Lagaffe, et ben en fait, on se reconnecte à notre vraie ontologie, quoi, d'être vivant, qui n'est pas dans la performance, mais qui est dans la robustesse. Dire quoi après chaque phrase, s'il vous plaît? Quand on communique, par exemple, bah là, moi, j'arrête pas d'avoir des tics de langage, de me reprendre sur mes mots. Donc, en fait, je n'ai pas une communication performante. Mais par contre, le fait de ne pas parler parfaitement comme ça... Ça vous donne un côté très touchant. Ben voilà, mais touchant, ou ça donne confiance, en fait. C'est qu'en fait, c'est mes erreurs qui installent un climat de confiance. Si je ne faisais pas d'erreurs, si je parlais comme un robot, ce serait très froid et surtout ça ferait peur à tout le monde ou ça endormirait tout le monde. Le fait de faire des erreurs, ça fait qu'on a des aspérités, quoi. Et donc on peut se parler, quoi. Ben ça, c'est typiquement de la robustesse construite contre la performance. Donc en fait, ce chemin, il est positif parce qu'on se relie à qui on est vraiment, quoi. Dans ce nouveau monde, ouais. Où il y aura beaucoup moins de ressources, beaucoup moins de tout ça, qu'est-ce qu'on fait des gens inadaptés? Ah bah alors c'est exactement. Alors inadapté, c'est déjà un problème de dire qu'ils sont inadaptés parce que ça veut dire qu'on considère que le monde dans lequel on est, il n'y a qu'une voie. Donc dans un monde fluctuant... Inadapté au nouveau monde. Ouais, mais justement, le nouveau monde qui vient, il est pluriel. Donc en fait, personne n'est inadapté parce qu'en fait, ça change tout le temps. Donc en fait, faut considérer que dans le monde qui vient, on va enfin réaliser que tout le monde, 100% de la population, est vulnérable. C'est que quand on parle des vulnérables, on pense souvent aux personnes âgées, aux handicapés, donc en fait des gens qui sont en dehors de la norme, quoi. Non, en fait, on est tous vulnérables. À un moment de notre vie, on est tous vulnérables. À un moment de la journée, on est vulnérable. Donc en fait, dans un monde fluctuant, il n'y a pas d'histoire d'être inadapté, en fait. Par contre, il y a la question d'être inadaptable. Les inadaptables, alors ceux-là, ils sont très canalisés, spécialisés dans un couloir, et bien ceux-là, ça va être très compliqué pour eux. Parce que dans un monde fluctuant, il va falloir être capable de changer de métier, il va falloir changer de philosophie, changer de territoire, etc. Donc en fait, ça serait plutôt les inadaptables qui m'inquiéteraient dans le monde fluctuant. C'est-à-dire que le carcharodon carcarias de la finance, ouais. qui est toujours dans l'ultra-performance, dans la vitesse, dans le m'as-tu vu, ouais. Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Peut-être qu'il fait de la cuisine, peut-être qu'il écoute du jazz, donc il aura d'autres compétences. S'il est adaptable, il va aller sur une radio faire des talks sur le jazz, quoi. Voilà. Mais il va certainement plus faire du trading, oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait avec la démographie? Alors, la démographie, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'au début des années 2000, on pensait encore à les vieux discours sur la bombe humaine. On serait 12-14 milliards à la fin du siècle. Maintenant, on sait, c'est de plus en plus consolidé qu'à partir de 2050 et voire même avant, ça va baisser, quoi. La Chine, c'est depuis 2022 que ça baisse. L'Inde, c'est 2030 à peu près. Il y a quelques pays africains, ce sera 2040, mais c'est quelques pays africains. Donc en fait, voilà, ça va basculer. Donc la démographie est moins un problème que ça l'a été. En fait, le vieillissement de la population, c'est la façon la plus pacifique de faire un basculement démographique, finalement. Question. Y a-t-il des artisans du chaos? Quand, comment et pourquoi le devient-on? Bon, Elon Musk, c'est un artisan du chaos, au sens littéral. C'est-à-dire que les libertariens, je ne vais pas juste mettre Elon Musk, les libertariens, c'est des gens qui pensent que la liberté, c'est une liberté sans limite. Vous êtes communiste? Non, je ne suis pas communiste, non. Mais il n'y a pas de lien avec la liberté. C'est sûr qu'avec le communiste, c'est compliqué. Oui, la liberté des libertariens, c'est une liberté sans borne. Alors que la liberté de la Déclaration des droits de l'homme, que ce soit la Déclaration française ou des Nations Unies, c'est une définition négative. Elle s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc la liberté des libertariens, ce n'est pas de la liberté, c'est de l'augmentation d'entropie. Quand on augmente l'entropie, on fait du chaos. Et donc quand on enlève les modérateurs sur Twitter, maintenant X, on fait du chaos, littéralement. Et donc en fait, les libertariens sont plutôt au service du chaos. Quand la modération sur Twitter, quand tout le monde devient lanceur d'alerte sur ça c'est des images de terroristes qui coupent des têtes, ça c'est des petits-enfants, ils ne devraient pas être là, le monsieur avec la moustache avec les petits-enfants, c'est attention, ça revient plus vite, ouais. Ça modère plus vite, c'est plus efficace. Oui, justement, c'est plus performant, donc c'est plus violent. Ouais. Violent dans quel sens? C'est violent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une équation toute simple. Quand on fait de la performance, efficacité, efficience, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible, c'est toujours relatif. Donc quand on fait de la performance, en fait, on fait de la compétition.
dans une compétition, qui gagne? Ce sont toujours les plus violents. Donc en fait, c'est quand on fait de la performance, on fait de la violence. Il y a un truc tout simple à faire, c'est vous prenez n'importe quel texte que vous voyez sur Internet ou ailleurs, avec le mot performance, vous remplacez le mot performance par violence, et en fait, ça a une autre saveur, quoi. En fait, ça révèle la face cachée de la performance, quoi. Et donc là, on est là-dedans. Hein. Est-ce qu'on n'est pas, nous, dans une impasse évolutive? Alors exactement, donc on est dans une impasse évolutive, en termes de système socio-économique, c'est une impasse évolutive, très clairement. Et donc là, on est en train de sortir du néolithique. C'est pour ça que je dis qu'on est dans un moment complètement exceptionnel. Si je vais le dire, hein, comme tout à l'heure, je disais qu'on était dans le contrôle de la nature, hein, dans le néolithique. Aujourd'hui, on se rend compte que notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. Donc on est dans le moment de la perte de contrôle. Et il va falloir vivre dans un monde où on a perdu le contrôle. Et ça, c'est la robustesse, la réponse. Il n'y a pas de choix, quoi. Et ceux qui restent sur le thème du contrôle vont forcément se planter, quoi. Vous avez déjà interagi avec quelqu'un qui a toujours l'habitude de contrôler tout de A à Z. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe quand il perd le contrôle? Il s'agite, il crie, il bouge les bras, il se met à courir dans tous les sens. Ouais, c'est très difficile. Là, il peut appuyer sur des boutons rouges aussi. Hein. Donc évidemment, c'est ça qui est inquiétant, en fait. Hein. C'est que ceux qui ont le contrôle et qui sont dans une stratégie de contrôle, c'est du délire. Hein. C'est Dr. Folamour, enfin, c'est tout ça, quoi. Donc c'est ça qui est flippant, hein, quelque part. Hein. Mais il y a tous les autres. Ceux qui ne sont pas dans le contrôle, et en fait on est très nombreux à être pas à ce point-là dans le contrôle, ont inventé des chemins de traverse quand même. Alors, un petit point sémantique, c'est vrai que ça peut être utile. Donc la collaboration, c'est chacun avance sur son projet individuel et on espère que la somme des succès individuels fait un succès collectif. Donc ça c'est le gagnant-gagnant où il y a toujours quelqu'un qui perd. Donc la collaboration, c'est de la compétition qui ne dit pas son nom. La coopération, c'est l'objectif commun qui l'emporte sur les objectifs individuels. Donc dans une coopération, il faut aller parfois contre son objectif individuel pour atteindre l'objectif commun. Donc c'est une contre-performance individuelle au service de la robustesse du groupe. Et alors du coup, donc, si on remplace collaboration par coopération, donc la question c'était, du coup j'ai perdu la question, c'est dans le vivant. Oui. À l'état de nature le plus violent qui gagne, dans notre société, on voudrait que ce soit celui qui collabore le plus qui gagne. Ouais. Désolé pour l'architecture de la phrase. C'est contre nature? Non, point d'interrogation. Alors dans la nature, c'est très simple, il y a compétition et coopération, les deux sont là. Le type de jeu collectif, hein, compétition ou coopération, dépend au premier ordre de la quantité de ressources dans le milieu. Dans un milieu qui est riche en ressources, qui est stable, les êtres vivants font de la compétition. Dans un monde qui est pauvre en ressources et qui est fluctuant, les êtres vivants font de la coopération. Et ça peut être vrai, c'est les mêmes. Hein. Les mêmes êtres vivants, on les place dans des différents milieux. Hein. Donc c'est des levures en tube à essai, c'est des abeilles dans une ruche, c'est les cellules de votre corps. C'est vraiment tout, hein, les manchots sur la banquise. C'est le milieu qui, au premier ordre, va déterminer le type de jeu collectif. Et donc, vous avez déjà joué en collectif avec des sociopathes? Non, ça j'ai pas fait. Ah oui, mais bien sûr. Mais il y en a bien sûr. Quand je regarde la géopolitique mondiale, il n'y a que des sociopathes partout. Bien sûr. Ah ben oui, mais parce qu'on est dans un monde de la performance qui sélectionne les sociopathes. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, vu qu'on est dans un monde d'abondance, ceux qui réussissent, ce sont les ultra performants, donc les ultra compétiteurs. Donc les ultra violents. Les ultra violents, exactement. Donc c'est eux qui gagnent. Mais dans un monde fluctuant, c'est eux qui vont perdre. Parce qu'en fait, ils se sont enferrés dans une voie étroite. Ils seront incapables de se remettre en cause. Et donc, ils ne vont pas se rendre compte qu'ils sont à côté de la plaque, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis assez optimiste. Hein. En fait, il n'y aura pas le choix. Enfin, là, c'est presque le biologiste qui parle. Je comprends bien qu'une société humaine, ce n'est pas une société de fourmis. Hein. J'ai bien compris, hein, qu'il y a des jeux de pouvoir, etc. Hein. Donc, il y a tout l'aspect social, politique. Je ne veux pas dépolitiser non plus le discours. Mais il faut comprendre que ça, c'est en nous. Et donc, dans un monde qui devient fluctuant, en pénurie chronique de ressources, ce seront les coopérateurs qui vont mieux s'en sortir. Et alors, on peut même imaginer, alors là je prends une autre analogie, c'est l'arbre. Hein. L'arbre, comment fait-il? Parce qu'il coopère beaucoup, l'arbre. Hein, alors qu'en fait, il a beaucoup de ressources dans son tronc. Il a énormément de ressources sucrées. Hein. Donc, comment fait-il pour être dans l'abondance tout en faisant de la coopération? Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'arbre, en fait, il a des stocks masqués. Dans son tronc, il a des stocks qu'il n'utilise jamais. Et donc en fait, il est en état de pénurie relative, en tout cas pas de surabondance, il a juste ce qu'il faut donc pour vivre. Donc du coup, il fait plutôt de la coopération. Et en fait, le jour où il y a un gros accident, la foudre qui tombe, qui le décapite, quoi. Stress hydrique. Stress hydrique énorme, voilà, mais vraiment un gros stress. Hein. Là, du coup, il va taper dans son stock stratégique, refaire des branches, refaire des bourgeons, et avec ça, il va refaire de la photosynthèse et réalimenter ses stocks stratégiques. Et c'est la première chose qu'il va faire. Les stocks stratégiques qu'il n'utilise jamais.
Donc en fait, on peut penser que dans le monde qui vient, pour faire des coopérateurs, il faudra vraiment penser au concept de stock masqué. C'est qu'en fait, on a des stocks, c'est un filet de sécurité, mais dans lequel on ne tape pas. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt à épuiser le pétrole jusqu'à la dernière goutte, donc on utilise vraiment tous nos stocks, on déstocke quoi. Voilà, on déstocke, et donc on est dans l'abondance, dans la compétition, dans la violence. Le monde qui vient, vu qu'on n'aura plus accès à tous ces stocks, parce que ce sera plus acceptable, parce qu'il y aura trop de pollution, voilà, on va plutôt aller vers de la coopération, et donc ce sera à nous d'inventer des stocks masqués, quoi. Enfin, c'est une façon de voir. Hein. Je lui dis bien bon courage.